Résumé du livre La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, deuxième partie. Dans la première vidéo, nous avons vu qu'il existe 3 types de motivation. La motivation 1.0 qui est liée à nos besoins biologiques, la motivation 2.0 qui s'appuie sur les récompenses et les punitions, et la motivation 3.0 qui se base sur nos désirs intrinsèques, c'est-à-dire la recherche du plaisir et de la satisfaction dans une activité. L'auteur constate qu'il y a un décalage entre les pratiques des entreprises et les connaissances des scientifiques sur la motivation. Les systèmes de motivation des organisations actuelles seraient contre-productifs et souvent inefficaces. La raison avancée par l'auteur est qu'il s'appuie sur des principes de récompense et de punition pour motiver les gens. Or, nous serions davantage motivés par les désirs intrinsèques que par de quelconques récompenses extérieures. Pour gagner en efficacité et être plus en phase avec nos besoins, on aurait tout intérêt à privilégier la motivation 3.0. Cette dernière repose sur 3 principes. L'autonomie, autrement dit notre désir de diriger notre propre vie, la maîtrise, notre besoin de progresser dans un domaine important, et enfin la finalité, le fait de travailler pour un objectif plus grand. Dans cette deuxième et dernière partie, nous allons voir des exemples, des outils et des méthodes pour exploiter et mettre en application les principes de la motivation 3.0 dans nos organisations. C'est parti! Commençons par des méthodes pour éveiller sa propre motivation. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, la motivation 3.0 est liée à l'état de flow. Pour rappel, l'état de flow peut se définir comme le fait de vivre le moment présent intensément en ayant le sentiment de contrôle de soi. Il se manifeste lorsque les tâches que nous effectuons sont en parfaite corrélation avec nos capacités, à tel point que l'on ne voit plus le temps passer. Nous sommes naturellement motivés par les activités qui nous procurent cet état de flow. Si l'on souhaite éveiller sa propre motivation, l'auteur recommande donc d'essayer de le repérer lorsqu'il se manifeste. L'objectif est d'identifier les éléments propices à son expression afin de le reproduire plus souvent. L'auteur propose ensuite d'identifier sa finalité, le but que l'on poursuit. Des études comportementales ont montré que les personnes les plus motivées connaissent leurs objectifs. Pour trouver sa propre finalité, on peut essayer de définir l'idéal que l'on souhaite atteindre. Pour ce faire, on peut se poser des questions comme « Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin ? Quels seraient mes projets si je gagnais au loto ? Ou qu'est-ce que je ferais de mes journées si j'étais en prison ?» Troisième conseil, prendre des mini-retraites pour recharger son niveau de motivation. Stephen Sagmister, le directeur d'une agence de design aux États-Unis, a mis en place un système qui s'appuie sur ce principe. Tous les 7 ans, ses collaborateurs et lui ferment leur agence pendant 1 an. Durant cette année de césure, ils en profitent pour prendre des vacances, se ressourcer et mener les projets qui leur tiennent à cœur. Pour plus d'explications sur le sujet, je vous recommande l'excellente intervention TED qu'a réalisé ce directeur. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour booster sa motivation, il peut aussi être intéressant de réaliser des auto-examens d'évaluation tous les mois pour suivre ses objectifs. Cela permet d'une part de se rendre compte du chemin parcouru, ainsi que de toujours garder en tête ses objectifs. Éveiller sa propre motivation, c'est aussi adopter la bonne philosophie et comprendre que chaque résultat nécessite une pratique délibérée et de la répétition. En effet, derrière tout succès se cache du travail et une volonté de progresser. 6e point, Daniel Pink propose aussi d'exploiter l'effet Sawyer. Grosso modo, cela consiste à changer le cadre d'une situation pour en modifier le sens. Pour expliquer cela, je vais reprendre l'exemple originel tiré de la fiction de Mark Twain. Tom Sawyer vient de se faire punir et doit repeindre une palissade. Devant le manque d'intérêt pour cette tâche, il fait grise mine. Mais voyant son camarade approcher, il fait semblant de s'amuser. Face au comportement enjoué de Tom, son ami se propose de l'aider plutôt que d'aller prendre du bon temps à la rivière. L'enthousiasme apparent de Tom Sawyer peut laisser penser que le fait de repeindre une palissade est plus amusant que de se baigner à la rivière. En fait, il suffit parfois de changer son propre point de vue pour modifier la perception que l'on a d'une tâche ou d'une situation. Bien, enchaînons sur la deuxième partie, des moyens pour faire progresser son entreprise, son administration ou son équipe. Pour mettre en place le système de motivation 3.0 dans une organisation, Daniel Pink recommande d'accorder de l'autonomie, de constituer des équipes équilibrées et diversifiées, de privilégier la collaboration à la compétition, de garder les systèmes et les processus ouverts, d'encourager les projets personnels en allouant du temps à ses collaborateurs et de motiver son équipe avec un but à poursuivre plutôt qu'avec des récompenses.
Pour appliquer ces quelques recommandations, il propose plusieurs actions. Il y a par exemple le fait d'aménager des créneaux réguliers pour permettre à n'importe quel collaborateur de venir discuter et remonter les problèmes. Pour mettre en place un système basé sur la motivation 3.0, il est indispensable de traiter les problématiques qui nuisent à la satisfaction et à l'intérêt que l'on a de réaliser une tâche. Ensuite, il peut être intéressant de mettre en place des défis et des challenges. C'est le cas de l'entreprise Atlassian avec les FedEx Day. Tous les mois, les employés peuvent travailler sur un projet de leur choix pendant 24 heures. À la fin du délai, les projets sont présentés à l'entreprise. Ces défis seraient une grande source de motivation pour les salariés. Pour faire progresser son entreprise ou son équipe, il est aussi primordial de traiter le sujet de l'argent. Dans les systèmes de motivation 3.0, la meilleure façon d'envisager les questions d'argent est d'en faire abstraction. Cela suppose de proposer une rémunération supérieure à la moyenne, d'utiliser des critères larges, pertinents et avec lesquels il est difficile de tricher si l'on doit évaluer la performance. Et enfin, encourager les récompenses spontanées entre collègues. Pour citer un exemple, les salariés de la société de génie civil Kimley Horn & Associates peuvent se voir verser par n'importe quel collègue une prime de $50. Terminons maintenant avec la troisième et dernière partie. Des idées pour motiver les enfants. Pour commencer, il faut noter que les enfants sont naturellement motivés par leur désir intrinsèque. En effet, ils recherchent davantage à expérimenter et faire ce qui leur plaît, plutôt que de rechercher une quelconque récompense. L'auteur explique que le système éducatif actuel a tendance à faire migrer les enfants vers le modèle de pensée 2.0. En effet, le système scolaire ou l'éducation des parents repose souvent sur des récompenses et des punitions. Pour privilégier la motivation 3.0, Daniel Pink propose plusieurs idées. Premièrement, se poser les bonnes questions au sujet des devoirs scolaires. Les devoirs aident-ils les enfants à apprendre ou est-ce simplement un vol de leur temps libre au nom d'une conception erronée de la rigueur? Deuxièmement, organiser des journées sur le principe des FedEx Day, pour inciter les enfants à mener des projets qui leur tiennent à cœur. Ensuite, il est important de dissocier l'argent et le travail. Un travail devrait être motivant par l'activité en elle-même ou par les bienfaits qu'elle apporte, plutôt que par le fait de gagner de l'argent. Appliquer ce principe au quotidien peut par exemple revenir au fait de ne pas associer l'argent de poche aux tâches ménagères. Quatrième point, complimenter l'effort et la méthode plutôt que l'intelligence. Cinquièmement, aider les enfants à prendre du recul et acquérir une vue d'ensemble. Pourquoi me fait-on apprendre cela? Quelle est la pertinence par rapport au monde dans lequel je vis? Et enfin, en dernier point, il peut être intéressant de transformer les élèves en professeurs, car l'un des meilleurs moyens pour maîtriser une chose est de l'enseigner. Pour conclure, l'idée centrale du livre est qu'il existe un décalage entre ce que les scientifiques savent sur la motivation et ce que nous pratiquons dans nos organisations. La science montre que le secret pour être brillant n'est ni notre motivation biologique, ni le système de récompense et de punition, mais notre profond désir de diriger notre propre vie, le besoin d'autonomie, notre profond désir d'accroître et diversifier nos capacités, la recherche de la maîtrise, et le fait de donner un sens à notre vie, la finalité. Voilà pour ce résumé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette fiche, consulter l'article détaillé et découvrir d'autres projets sur mon site internet. C'était Mr. Fanjo, à très vite.